Bonjour et bienvenue à l'autre bulletin. Cette semaine, André Pelchat déterre l'histoire oubliée d'une pièce de vêtements bien estivale. Simon Poulain nous lance le défi Tête la première. Et notre conseiller financier Patrice Marcoux nous expose les effets de la COVID sur les taux d'intérêt. Alors, ce soir, on va commencer une nouvelle thématique. On va parler de l'histoire, parfois plus ancienne qu'on pense, de quelques inventions qu'on pense modernes. Et comme l'été vient de se terminer, on va parler d'une invention très estivale, le bikini. Le bikini, généralement, si on fait une petite recherche, ce qu'on trouve a été inventé en 1946 par le couturier français Louis Réard, qui l'a baptisé du nom de l'archipel de Bikini dans le Pacifique, où cette année-là venait d'avoir lieu des expériences d'explosion nucléaire. Alors, c'était un mot qui était sur toutes les lèvres à l'époque. Alors, lui, il l'a baptisé son micro-vêtement de cette façon-là. Et on disait, c'est le plus petit maillot de bain jamais conçu. Celui de 46 se qualifierait pas aujourd'hui pour ce titre-là. Mais, donc, on dit, c'était quand même l'invention moderne. Eh bien, non. Il y a dans une villa romaine, une ancienne villa romaine en Sicile, la villa du Casale, qui a été construite par un haut dignitaire de l'Empire romain à la fin du 3e siècle après Jésus-Christ. Il y avait dans cette immense villa une trentaine de pièces, des carrés de plus de 3500 mètres carrés de mosaïque. Et la villa est occupée jusqu'au 12e siècle, puis elle a été dévastée par un immense incendie, puis ensevelie sous un glissement de terrain. Ce qui fait qu'on a très bien conservé les mosaïques. Et lorsqu'elle a été redécouverte, cette villa, en 1929, on a fait des fouilles, on a trouvé ces très belles mosaïques, et parmi ces mosaïques, il y en a qui racontent la vie quotidienne des riches habitants de l'Empire romain. Alors, on voit des scènes de chasse, de pêche, de course de chars, mais la série de mosaïques qui a attiré l'attention et qui est la plus originale et la plus célèbre, c'est celle dite des femmes en bikini. Qu'est-ce qu'on voit sur cette mosaïque? Des jeunes femmes en maillot de bain 2 pièces, des bikinis, il n'y a pas de doute, qui pratiquent différents sports. On en voit qui lèvent des haltères, qui coursent, qui jouent à la balle, qui font de la course à pied, le lancer du disque. Elles sont représentées donc en action, saisies sur le vif. On en voit une d'ailleurs qui reçoit des lauriers, donc l'équivalent de nos médailles aujourd'hui. Donc ça ressemble qu'il y avait une compétition. On n'en sait pas plus. On ne sait pas si c'était courant, ce genre de compétition-là, dans ces régions-là, ce genre d'événement, ou si c'est arrivé une fois, ou si c'est une fantaisie du propriétaire de la villa. Toujours est-il que sur ces villas qui datent du 3e siècle après Jésus-Christ, on a des femmes en bikini. Le maillot, on était loin du maillot de bain. Lorsque les premiers maillots de bain sont réapparus dans les années 1900, c'était pratiquement des robes. On a vu apparaître le maillot de bain 1 pièce à partir des années 20. Et en 1932, les premiers maillots de bain 2 pièces. Une couturière française, Madeleine Vionnet, qui s'est inspirée d'influences un peu orientalisantes qu'il y avait de vêtements de scène et a inventé les premiers maillots de bain 2 pièces. Mais on était loin du bikini. Ça couvrait, la culotte remontait assez haut. C'est vraiment en 1946 qu'on a montré que Louis Réard a réinventé le bikini. Et en fait, il a été tellement... c'était vu comme tellement révolutionnaire que aucun mannequin professionnel n'a voulu le porter. Alors, on a dû faire appel au service d'une stripteaseuse du Casino de Paris. Maintenant, les mannequins n'ont plus de problème à porter des bikinis. Alors, c'est ça l'histoire de cette ancienne invention moderne qui est le bikini. À la prochaine. Monsieur Poulain, bonjour. Bon matin. Merci d'être là. Vous nous proposez le défi Tête la première. Qu'est-ce que vous nous lancez comme défi? En fait, le défi, dans ses tout débuts, est une activité de financement pour l'organisme qui s'appelle Avec toute ma tête, le bouclier prévention. Et ça s'est avéré, plus une randonnée vélo amicale pour rappeler l'importance de porter au casque aux gens, à la population. Mm-hmm. Alors, annuellement, c'est des médecins, des amis qui pédalaient. Et enfin, ça s'est transformé au fil des ans en tournée des écoles pour aller rencontrer les jeunes, sensibiliser les tout-petits, les parents.
au port du casque. Alors, on est passé là, de 29 écoles à 410 écoles l'an dernier qu'on devait visiter avant la COVID, mais en tout cas, c'est notre objectif pour l'an prochain. Les écoles primaires, c'est des petits ateliers ludiques, 25 minutes sur le cerveau, à quoi ça sert, pourquoi il faut le protéger, et l'importance d'un casque aussi. Pourquoi est-ce que vous ciblez les plus jeunes? Ben, on veut que ce soit une habitude bien ancrée qui va demeurer. On veut que ce soit, on invite même les jeunes à sensibiliser les autres jeunes et sensibiliser leurs parents. OK. Sauf qu'on s'est aperçu, c'est largement documenté, que la couche résistante pour le non-port du casque à vélo, pour des raisons esthétiques, toutes sortes de raisons, là, l'influence des pères et tout ça, c'est les ados des 12, 18, 12, 17. Alors, on travaille là-dessus, entre autres cette année. La semaine prochaine, on lance officiellement une campagne qui vise les adolescents. Alors, on veut les interpeller à ce que eux se mobilisent à convaincre d'autres ados à travers cette campagne-là, qui est un concours aussi de scénarios puis de contenu. Mais par les médias sociaux, puis du web, du visuel, les jeunes vont s'impliquer dans des petits projets multimédia pour interpeller leurs pairs et les convaincre de porter un casque. D'accord. Puis ce concours-là va consister en quoi exactement? En fait, on a 5 thèmes, puis à travers ces 5 thèmes-là, il n'y a pas de limite pour eux, c'est ouvert. Alors, s'ils veulent faire un lip-top, une chanson, quelque chose de plus théâtral, sous forme de vidéo ou de visuel, on va se servir de ce matériel-là pour le diffuser, puis dans les écoles, au grand écran, à travers les réseaux sociaux et le web. Et on veut que ce soit un projet qui leur appartient, donc on cadre ça, comme je vous dis, avec 5 thèmes, mais le reste, ça leur appartient. Puis ça, c'est une campagne qui est pan-québécoise, mais Victoriaville et sa région jouent un rôle quand même important dans cette campagne-là. Victoriaville fait partie des 3 villes pôles importantes quant à un travail en amont qui est fait auprès des milieux communautaires, milieux municipaux, milieux récréatifs, pour qu'il y ait un meilleur encadrement puis une meilleure application de certaines règles de sécurité dans les aires de jeu, entre autres les skateparks, les pump tracks, que ce soit mieux réglementé. À la blague, voilà pas si longtemps, on exigeait un bonnet de bain, un casque de bain dans les piscines publiques, sinon on se baignait pas, mais on laisse des jeunes risquer de se blesser sérieusement à la tête dans des skateparks en n'obligeant pas un casque. Excellent. Alors, pour tous les renseignements sur ce défi, vous avez un site web, vous avez une page Facebook? Lapremière.com. Il y a un onglet pour le concours. Ça, c'est ce qui s'adresse aux adolescents. Tout est là, les règlements, la marche à suivre pour s'inscrire, les thèmes, les prix à gagner. Aussi, bon, vous avez aussi des ambassadeurs porte-parole du défi qui sont là, on peut aller voir, qui ont un message à livrer. Aussi les partenaires, parce que c'est soutenu par l'ensemble de nos élus là, qui sont assez unanimes derrière ça. Puis on veut que ça devienne un collectif ou un collaboratif. Donc, parents, enseignants, intervenants, tous les gens qui environnent nos jeunes et nos moins jeunes, et que ça devienne un message là, qui fasse consensus dans la communauté. Super, ben merci beaucoup. Alors, on invite les jeunes à participer. À partir du 24 septembre, les inscriptions vont être ouvertes. Excellent. On invite évidemment les jeunes à s'impliquer activement à être créatifs puis nous proposer des belles choses. Puis je doute pas de leur potentiel là-dessus. Ils sont assez allumés. Super. Ben, on les invite encore une fois à participer en grand nombre, M. Poulain. Merci beaucoup. Ben, c'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite une belle journée. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler de la faiblesse des taux d'intérêt. Vous avez peut-être remarqué, si vous avez un compte à intérêt élevé à votre institution financière ou si vous avez renouvelé des dépôts à terme ou des certificats de placement garantis, que les taux qu'on vous a offerts étaient beaucoup plus bas que ceux à quoi vous étiez habitué peut-être l'année passée, l'année d'avant ou dans les années ultérieures. En effet, c'est que les autorités financières de presque tous les pays ont décidé de baisser les taux d'intérêt. Par exemple, au Canada, nous, c'est la Banque du Canada qui gère ça. Aux États-Unis, c'est la Réserve fédérale américaine. L'objectif, c'est de maintenir les taux bas pour que les entreprises puissent emprunter à un coût d'intérêt plus avantageux, agrandir leurs usines, agrandir leur commerce et investir pour stimuler la croissance. On sait que la COVID-19 a malmené les économies de tous les pays, donc c'est une façon pour les banques centrales de relancer l'économie. Par contre, pour vous, ça implique que les taux d'intérêt qu'on vous offre pour vos épargnes sont vraiment très bas.
on dit qu'on n'a presque plus rien pour notre argent. Et c'est pas faux. Il faut prendre votre mal en patience parce que selon plusieurs experts, cette situation-là devrait perdurer peut-être pour la prochaine décennie. 10 ans de taux d'intérêt très bas, c'est vraiment tannant. Surtout si vous avez l'habitude de prendre des placements garantis pour une bonne partie de votre portefeuille ou si vous avez aussi beaucoup d'obligations. Les obligations, comme les dépôts à terme, suivent des courbes d'intérêt qui sont présentement très bas. Donc, ce qui explique que ça va durer une dizaine d'années, c'est que le gouvernement a tout intérêt à ce que les taux d'intérêt demeurent bas, comme je vous disais, pour stimuler la croissance, mais aussi parce que sa dette va lui coûter moins cher. Les gouvernements se sont beaucoup endettés pour maintenir un niveau de vie, là, un état d'urgence dans tout le pays, là, donc de maintenir, je dirais, une stabilité dans l'économie, mais ça coûte très cher. On parle de dizaines et de centaines de milliards de dollars, donc ils veulent que les taux restent bas. C'est le premier avantage. Le deuxième, c'est qu'un déficit ou une dette gouvernementale n'est rien si on ne la met pas en comparaison avec, exemple, le revenu du gouvernement. On le mesure, le revenu du gouvernement, souvent par le PIB, qui est la somme de tous les échanges économiques à l'intérieur du pays. Et ce PIB-là, le gouvernement a tout intérêt à ce qu'il augmente. Je vous disais tantôt de stimuler la croissance, mais avant ça, on essayait de limiter un petit peu la hausse de l'économie, la hausse du PIB, parce qu'on ne veut pas que ça s'enflamme. On ne veut pas que le niveau des prix augmente trop rapidement parce que notre épicerie nous coûte plus cher, les stocks à la quincaillerie nous coûtent plus cher aussi. Donc avant ça, on l'a limité, mais le gouvernement a avoué que sa cible allait augmenter pour l'inflation, pour la hausse du coût de la vie. Donc ils vont laisser l'économie et le niveau des prix augmenter un petit peu pour que la somme du PIB du produit intérieur brut s'améliore. Donc, le ratio du revenu du gouvernement du PIB versus sa dette s'améliore artificiellement. Et c'est nous, les consommateurs, qui allons un petit peu en payer le prix lors de l'épicerie puis lors de nos diverses rénovations ou commissions, tous les produits qu'on va acheter. Quel impact cela a sur vous, sur votre portefeuille de placement? Pour en savoir plus, je vous invite à consulter votre conseiller ou à me contacter pour avoir l'heure juste. Et dans la prochaine chronique, on va parler de l'impact sur votre portefeuille. À bientôt! Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles chroniques et entrevues. À bientôt!